J'ai le plaisir d'interviewer Claude Rysinczyk, qui est un expert en médecine chinoise, en acupuncture, en bien-être, en santé, et qui a eu la gentillesse aujourd'hui de m'accueillir pour partager son savoir et ses compétences. Donc en tant que coach familial, je travaille avec des familles, avec des mamans, et ça m'intéressait d'avoir un peu ce côté santé en fait que je puisse partager avec vous. Donc bienvenue, merci d'être là. Bien, merci. Peut-être que tu peux te présenter un petit peu plus que ce que moi j'ai déjà dit. Alors je m'appelle Claude Rysinczyk, j'ai 57 ans, je fais de la thérapie depuis que j'ai 17 ans. Wow. J'ai commencé à l'âge de 17 ans par de la réflexologie, et après je me suis formé dans diverses techniques, le massage, la thérapie manuelle, ostéopathique, mais que j'aime plus utiliser le terme thérapie manuelle personnellement. Je suis infirmier à la base, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le milieu médical, et après ma formation d'infirmier, j'ai continué de me former, j'ai fait une formation spécialement ouverte pour le personnel médical à Genève et avec des stages sur Shanghai pendant 3 ans pour la médecine chinoise. Wow. Et puis je continue de me former de la médecine japonaise et puis maintenant aussi de la reprogrammation neuroposturale avec des réflexes archaïques, enfin des choses intéressantes pour le développement personnel et puis pour essayer d'aider les gens. Tu as aussi des enfants ? J'ai 2 enfants qui sont adultes, j'ai une fille de 33 ans qui est dans le domaine artistique et mon fils qui est aussi dans le domaine médical, qui est aussi infirmier et qui travaille aussi avec moi en pourcentage. Waouh! Comment ça a été pour toi d'être père et puis d'accompagner tes enfants pendant leur ils ont quel âge maintenant? Donc 33 et 30. 33 et 30. Et, jamais été très difficile. J'ai surfé un peu sur mon rôle de père avec les expériences qu'on fait, les moments difficiles que personnellement j'ai quand même assez gommé de mon existence, et avec les moments aussi simples, aussi au niveau de l'éducation. J'ai essayé d'être juste, et puis philosophiquement j'essaye d'avoir toujours personnellement quelque chose d'équilibré dans mon mode de fonctionnement. J'ai essayé d'avoir le même rôle en tant que père, essayer d'être équilibré entre une certaine fermeté et une certaine ouverture en fait. Okay. Et toujours essayer de varier sans avoir d'excès et sans être trop ouvert en fait. Et puis beaucoup la sensation du feeling, je pense. Ok. Quand tu parles d'équilibre aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour toujours garder cette sensation d'équilibre? Alors ça c'est toute la difficulté en fait. L'équilibre par essence a tendance à être dans le déséquilibre, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on est surstimulé pour énormément de choses, que ce soit sur un point de vue familial, un point de vue sociétal. Il y a énormément de choses qui nous aspirent et qui nous amènent à être en déséquilibre. J'essaye dans la mesure du possible de faire très attention à mon alimentation. Oui. Je suis, je crois, très attentif au nombre d'heures de sommeil que je peux avoir, où j'essaye de me coucher le soir tôt. Je ne suis pas très raisonnable au niveau professionnel. Ça, c'est un fait. Je suis assez vite aspiré par des intérêts personnels ou de me former, par exemple. Je m'emballe un peu rapidement malgré tout ce que j'essaye de mettre en place et de stimuler les autres à être à l'écoute de leur corps, à être attentifs, mais on se fait quand même assez vite aspirer par des éléments. Donc je dirais que le côté alimentaire et le côté du sommeil, c'est 2 choses sur lesquelles ça je fais attention. Ouais. Et après, j'essaye d'être en équilibre avec les relations que j'ai avec mes amis et puis avec ma famille en fait. Ok. C'est pas simple. Ouais. Faut être honnête, c'est pas simple. Ouais, c'est complexe la vie du monde. Surtout quand on prône l'équilibre, c'est pas simple de le respecter en fait. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc même un expert en équilibre a quand même de la peine en fait. Oui, bien sûr, ouais. absolument. Ouais. J'entends.
Quand, par rapport à cette voie que tu as choisi d'aller dans le soin, dans la thérapie, parce que moi c'est quelque chose qui me passionne quand même, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ils s'allument sur leur voie en fait. Et j'adore accompagner dans le coaching que les gens ils aillent là où ils se sentent appelés, ou que là où ils se sentent juste. Est-ce que tu as un souvenir ou quelque chose, tu te dis purée en fait j'ai senti que je devais aller dans cette voie-là. Qu'est-ce qui fait que tu pars dans cette direction? Alors moi je pense qu'un des éléments hyper importants en fait chez moi, je pense que c'est vraiment naturel. J'ai toujours voulu être indépendant. En tant qu'enfant, j'ai voulu, enfant mais petit, à l'école quand on a eu les premières sessions aux alentours des 12 ans où le ROSP vient à l'école et nous engage sur la voie professionnelle de l'intérêt qu'on peut avoir. La première fois qu'on m'a demandé, j'ai dit je veux être indépendant et soigner des gens. Wow. Et la personne de l'Europe, elle n'a pas compris du tout ce que je voulais dire par indépendance, elle n'a pas du tout saisi et c'était, je pense, un choc pour elle. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui avait dit ça. Ouais. Et c'était, j'ai sorti ça comme une vraie agression, Ouais. parce qu'en fait, on a complètement nié en fait, le fait que je puisse avoir une envie à 12 ou 13 ans de quelque chose aussi particulier, de soigner des gens. Tu savais déjà en fait. Ouais, je savais que je voulais soigner des gens. Du coup, en plus de l'Europe, tu as eu d'autres barrières comme ça où tu sens que tu as dû comme aller un peu te battre pour aller là où tu voulais, ou après ça a roulé? Pas du tout. Alors j'ai toujours eu énormément d'opportunités. Les gens diraient que c'est des chances. Ouais. Je peux entendre le mot chance aussi, que j'utilise aussi souvent. Mais j'ai toujours eu des opportunités, des gens que j'ai rencontrés, des formations qu'on m'a proposées. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, où une de mes très bonnes amies dont j'avais fait la connaissance dans l'avion pour partir en Chine pour mon premier stage en médecine chinoise, cette fille était assise à côté de moi et on est devenus extrêmement amis depuis. On a fait plein de choses ensemble, des activités sportives et tout, des choses très intéressantes. Et il y a quelques mois, on va manger ensemble et elle me dit « Ah ben j'ai fait une formation, ça te plairait ?» Et c'était sur les réflexes archaïques. Et ça c'était au mois d'avril 2024. Ouais. Et au mois de juin, je commençais la formation. Ok. Donc, et en fait, ça a toujours été comme ça, des professionnels que j'ai rencontrés. Les choses qui arrivent. Oui, puis elles viennent assez vite en fait. Je pense que l'histoire de l'équilibre dont je parlais au tout début favorise en fait une sorte d'ouverture. Les pôles sont plus ouverts en fait. J'ai un champ qui est très ouvert. Et je pense que je suis très vite, comme je disais avant, je suis parfois emballé par les choses. Mais en fait, je suis aussi emballé par les choses parce qu'en fait, ces choses, elles arrivent. Ouais. Donc, et tu les laisses arriver en fait. Tu ne te dis pas non, je suis trop fatiguée, ta formation, je ne vais pas l'apprendre. Tu as aussi cette capacité alors ça m'arrive de me dire ça, il ne faut pas que je fasse. C'est trop compliqué, ça va m'amener trop loin. Ça m'est déjà arrivé sur des choses que je trouvais très intéressantes, où je ne me suis pas lancé parce que c'était trop vaste. C'est intéressant cette notion. Des fois je me lance, des fois je me lance pas. Moi je vois qu'en coaching, des fois les mamans ou les parents, ils ont de la peine à faire des choix, puis ils ont de la peine à faire des choix qui sont juste pour eux. Comment tu sais quand c'est juste, puis comment tu sais que tu dois pas y aller? Je vais dire quelque chose qui va choquer certainement beaucoup de gens. En fait, je pense qu'à moi. Ok. Tu te dis ça? Je pense qu'à moi. Je pense qu'à mon intérêt personnel. Et puis, quelque part, tu le sens dans ton corps, comment tu sais quand c'est juste et quand c'est pas juste? C'est quelque chose que tu te dis, c'est quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que j'ai développé à partir de l'âge de 30, un peu après 30 ans en fait. Ouais. J'étais très peureux et très influençable plus jeune, jusqu'à une trentaine d'années. Et jusqu'à ce que je me dise que j'avais envie de vivre la vie que j'avais envie d'avoir et pas la vie qui finalement pouvait m'être offerte dans les opportunités que j'avais. Okay. Et j'ai appris à ce moment-là en fait, à dire en fait, qu'est-ce qui est bien pour moi, et dans ce qui peut être bien pour moi, après je vais pouvoir être efficace avec les gens qui m'entourent. Que ce soit ma famille, tu me posais la question sur mes enfants tout à l'heure. Moi j'ai pas honte à dire que par exemple je peux prendre du temps pour moi à ce qu'on appellerait au détriment de mes enfants ou de ma femme par exemple.
de pouvoir dire, ben moi, j'aime par exemple partir une semaine par année tout seul pour faire quelque chose, du sport ou quelque chose pour moi. Et je dis, c'est comme ça et je ne changerai pas d'avis. Ok. Ah, par contre, je suis tout à fait OK pour que mon épouse, elle parte aussi et qu'elle fasse la même chose quand elle a envie. Donc, on revient à cette idée d'équilibre. Ouais. Mais en premier lieu, c'est moi. Oui, parce qu'en fait, si toi, tu as de l'énergie, tu vas être aussi positif pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est important. Ouais. En fait, je pense que si on est vraiment bien avec soi-même, si on a cette ouverture aussi par rapport aux autres, eh bien, ça nous permet d'avoir cette efficacité. Le but, c'est d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'essence pour soi, pour pouvoir après l'utiliser pour soi ou sa famille, son cadre rapproché, ou la clientèle qu'on peut avoir. Oui. Quand tu dis avoir de l'énergie, pour toi, c'est quoi une personne qui est en bonne santé? C'est quoi les piliers pour arriver dans une bonne santé? Puis c'est quoi quelqu'un qui est en bonne santé? Alors, moi, j'ai certains principes que je tire de la médecine chinoise. Alors, moi, j'ai absolument rien inventé. Hein. J'ai aucune plus-value personnelle. C'est que du développement personnel et du développement de savoir, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai suivi en formation. J'ai pas l'impression d'avoir un don. Il est aiguisé par l'expérience que j'ai, certainement. Les capacités que j'ai, elles ont été développées par des connaissances et du travail, beaucoup de travail et les relations que j'ai avec les gens. Mais en médecine chinoise, on a 7 piliers pour être en bonne santé. Okay. J'en ai déjà cité 2 tout à l'heure, quand tu m'as demandé qu'est-ce que je faisais pour être en bonne santé, qui est le fait de bien manger, le fait de bien dormir, le fait de bien bouger, le fait de bien respirer, le fait de bien faire l'amour, qui veut dire en fait être en amour avec soi-même et en amour avec les autres. D'ailleurs, les Québécois, ils disent être en amour. Je trouve intéressant, je trouve que le terme être en amour est un terme qui a une certaine valeur, je trouve, pour soi-même et pour l'autre. Il y a quelque chose d'intéressant. Le sexe, par exemple, fait partie de cet élément-là, mais c'est qu'une équation dans le terme amour, en fait. Il y a un élément qui est extrêmement important, c'est l'équilibre mental, c'est maîtriser ses émotions, et le dernier élément, c'est respecter les cycles. Le cycle saisonnier, le cycle d'être enfant, le fait d'être préadolescent, le fait d'être jeune adulte, le fait d'être parent, le fait d'être grand-parent, le fait d'être vieux, si on respecte, si on est dans le respect de ces cycles, le respect des saisons, le respect de son cycle pour une femme par exemple, d'être consciente de son cycle, de l'appréhender, je pense que c'est des choses qui sont importantes. Et je pense que pour être en bonne santé, lorsqu'on se rapproche de ces 7 éléments, je pense que, pour répondre à ta question, ça permet d'être en bonne santé physique, énergétique et psycho-émotionnellement. Ok. Wow. Si tu avais un conseil par rapport à ces cycles, parce que là on entre dans l'automne, donc on est déjà bien entré même dans l'automne. Ouais, on est presque à la fin. On est déjà presque à la fin de l'automne au niveau de l'énergie, c'est vrai. On va bientôt entrer dans l'hiver. Qu'est-ce qui est essentiel dans ces périodes-là en fait? Tu dis respecter les cycles, mais concrètement, moi je suis maman, je regarde cette interview, je me dis super, je veux écouter Claude Rix qui me dit, je fais quoi en fait concrètement dans ma maison, dans ma vie, avec mes enfants, pour respecter ça, de cette entrée bientôt dans l'hiver? Un des éléments très simples, c'est en fait l'observation de la nature. En fait, comment la nature elle interagit avec la saison. L'été, c'est flamboyant, c'est motivant, on a envie de courir dans les champs, on a envie de monter dans les arbres, on a envie d'être actif. Parce qu'en fait, l'énergie qui est en nous, en fait, elle nous permet de faire ça. Elle nous permet d'être avec les amis le soir, de laisser les enfants se coucher un petit peu plus tard, de pouvoir profiter un peu plus le matin parce que c'est les vacances, on peut faire un peu la grasse mat, on peut avoir un rythme qui est un peu plus global en fait, les choses peuvent être pleines, il y a cette forme de plénitude en fait des choses. Quand on est dans la période automnale, et bien en fait les choses se ralentissent. Et en fait la grande problématique des êtres humains, parce que les êtres vivants, la plupart des êtres vivants en fait respectent ce cycle-là, les êtres vivants,
des agneaux par exemple, on va avoir une alimentation qui va être plus riche, ils vont profiter en fait de la richesse de la nature pour faire des réserves, pour qu'ensuite pendant la période de la fin de l'automne et puis la période hivernale, qu'ils puissent se reposer, pour être calmes, pour être en accord avec leur biorhythme. Et le biorhythme à la fin de l'automne et puis en hiver, il est dans le calme, dans la sérénité, dans l'introspection. Ce que fait peu de gens en fait. Parce que après il y a les fêtes de Noël, il y a de l'agitation, il faut acheter des cadeaux, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on offre aux enfants, qu'est-ce qu'on fait à manger pour Noël, qu'est-ce qu'on fait pour Nouvel An, qui c'est qu'on invite. Puis après on part à Verbier pour aller faire du ski. Mais on va vite descendre encore une fois dans le sud de la France pour avoir encore un peu de chaud. Il faut préparer les affaires. On va aller à Tenerife pour faire un petit peu encore profiter de la mer entre Noël et Nouvel An. Donc en fait il y a cette agitation qui fait que on est dans cette émulsion permanente en fait d'énergie qui est surstimulée avec des périodes d'éclatement complet où on est épuisé, on n'en peut plus parce qu'en fait on a tellement tiré sur la corde que c'est extrêmement pénible. Alors qu'on devrait être dans une période justement d'introspection, de calme, où on est posé, on joue à la maison peinard, on va un peu profiter de la nature, on va marcher dehors, on est dans le fait de profiter de cet élément-là, alors qu'en fait on continue ce qu'on a fait en été, à continuer dans l'agitation. Ok. Et ça, en termes de toute cette agitation qu'on peut avoir dans cette période-là, ou que beaucoup d'humains ont, c'est quoi l'impact en fait au niveau de la santé? La problématique, c'est qu'en médecine chinoise, on va avoir un yang qui est toujours extrêmement dominant, donc l'aspiration par la lumière, l'envie de bouger, le fait d'être dans le faire. Il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, il faut que je téléphone à celle-ci, il faut que je règle ce problème, il faut que je m'agite, il faut que j'amène les enfants au judo, il faut que j'amène ma fille pour son cours de hockey ou pour son cours de danse classique et mon garçon pour les cours de langue. Et en fait, on a cette émulsion toujours présente. Et en fait, on est toujours en fait sur ce besoin énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bouffer du sucre, on va être extrêmement attiré par les choses rapides, par les choses qui nous apportent de l'énergie immédiatement, pour pouvoir maintenir en fait ce niveau permanent. Et en fait, qu'est-ce qu'on va arriver? On va se retrouver avec des enfants qui sont eux-mêmes très agités, qui ont envie d'être dans l'action, qui comprennent pas qu'on est assis à vouloir faire un puzzle, et puis à regarder par exemple. Moi, j'ai rien contre les écrans, mais pour moi ne sont pas un problème. C'est la surutilisation de l'écran qui est problématique. Comme il y a 25 ans, c'était la surutilisation de la télévision qui était un problème. Il y a très peu de choses qui sont négatives. Le sucre n'est pas un élément négatif. C'est la surconsommation du sucre qui est problématique. C'est le fait de partir tous les week-ends en Valais ou à Grindelwald pour faire du ski, et puis on arrive le vendredi soir, on est stressé, on bouffe une fondue comme ça rapidos, le lendemain 8h30 sur les pistes pour profiter de la première benne, rentrer le soir fatigué, le dimanche soir la circulation pour rentrer. Ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec de l'agitation mentale permanente dans les couples comme pour les enfants. Et puis ça, cette agitation, elle, là je pensais à une question par rapport au TDAH. Est-ce que tu dis ça peut avoir un influence par rapport à ça? Tu as des enfants que tu suis qui ont un TDA ou un TDAH? Oui, aujourd'hui ça devient une clientèle quand même assez importante au niveau de mes consultations, et pas que de moi, pour la plupart de mes confrères, c'est la même chose. J'ai par exemple pas mal de gens du corps médical qui viennent chez moi et du corps enseignant. J'ai un panel de clients qui vient chez moi qui est très intéressant, et les constats sont relativement identiques pour chacun. On parle de plus en plus de troubles de l'attention, de troubles de l'élocution, de la dyslexie, d'éléments de la dyscalculie, tous ces éléments-là. Je pense que la problématique de l'alimentation, la problématique des heures de sommeil chez les enfants sont des éléments très favorables en fait à nourrir les troubles. Donc concrètement, les enfants ne dorment pas assez? Non. Ils mangent trop de sucre, oui. Ils mangent
pas assez de légumes. Et puis ils ont des parents, je suis désolé pour les papas et les mamans qui vont suivre cette émission, mais vos enfants, ils ont besoin de calme, comme vous d'ailleurs. Ils ont besoin d'être au chaud, d'être en mode cocooning, parfois. Moi, je trouve c'est extrêmement bien. Hein. Mes enfants ont fait du sport, mes enfants ont fait de l'escalade, ils ont fait du ski. J'ai été aussi hyperactif. J'étais quelqu'un et je suis toujours d'assez actif. J'ai dit tout à l'heure que je devais de temps en temps tempérer un peu. Je sais la difficulté. Moi, je veux culpabiliser personne dans ce que je suis en train de dire. Hein. Je sais toute la difficulté que c'est que d'être parent, que d'être mari, que d'être enfant pour mes propres parents. Mais les enfants aujourd'hui ont besoin d'avoir de l'indépendance, de faire des choses eux dans le jardin, dans le quartier avec leurs potes, d'avoir aussi leur propre biorhythme sans être en fait constamment stimulé pour de l'intellect ou du physique ou de l'artistique. Toujours pareil, hein. Moi je trouve que c'est très bien qu'un enfant sache jouer du violon ou de la flûte, qui s'éclate au tchoukball ou en faisant de l'escalade ou autre. J'ai aucun problème par rapport à ça, mais il y a quand même une difficulté où à un moment donné, une ou deux activités sportives, quand on sait la demande en fait des clubs sportifs aujourd'hui, avec les heures d'entraînement en natation, moi j'ai fait du sport en niveau amateur assez éclairé, assez élevé. Je sais ce que c'est que de s'entraîner 20 heures par semaine et de bosser 40 heures à côté. Je l'ai fait, aujourd'hui je trouve ça complètement dingue et stupide quelque part. Pourtant quand je le faisais je trouvais ça grisant et je ne comprenais pas les gens qui me disaient que j'étais cinglé. Donc comme je dis... On peut y survivre quand même, mais ce que tu observes c'est que ça met toutes ces activités de faire de la musique et du sport et de la langue en fait ça fait tout un espèce de trop en fait, puis il y a plus ces moments où on peut s'ennuyer, rien faire un puzzle, regarder les fleurs dans le jardin. Oui, exactement. Et moi j'ai pas fait ça quand j'étais enfant, hein. Moi j'ai eu une enfance très calme, en partie à la forêt, chez mes grands-oncles qui avaient une maison à la campagne. Enfin, pour moi, j'ai eu une enfance vraiment pleine, avec des amis, dans le milieu de la nature, dans le milieu de l'agriculture, où j'ai fait des choses absolument dingues, mais calmement, en fonction des saisons. Enfant, on participait pour couper l'herbe dans les champs, mais justement, quand c'était le moment de couper l'herbe, pas avant ni après, j'ai eu vraiment une enfance très saisonnière. Beaucoup de chance, énormément de chance dans ma génération d'avoir pu profiter de ça. J'ai déjà vu, alors que j'ai essayé de faire profiter ça à mes enfants, que c'était déjà beaucoup plus compliqué. Oui, parce qu'il y avait déjà plus en fait. Oui, parce qu'il y avait déjà beaucoup plus de stimulation, puis parce que là, nous, on était vraiment complètement au milieu urbain à ce moment-là, donc ça changeait déjà des choses. Mais moi, j'ai encore des enfants qui ont joué dans le quartier naturellement, joué dans la cour, appris à faire du vélo au bon moment, dans de bonnes conditions. Et je pense qu'on revient dans cette histoire de rythme en fait. Aujourd'hui, et même en Suisse, on est encore assez privilégié par rapport au rythme. On a des possibilités, mais il y a encore au niveau de l'école, la proximité des écoles, où les enfants ont encore la chance de pouvoir avoir un rythme. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce qu'ils parlent le matin et puis ils rentrent le soir. Oui, effectivement, ils mangent à la cantine. C'est de nouveau la même chose, c'est pas un problème de manger à la cantine pour moi. D'ailleurs, souvent des fois les enfants à la cantine, ils mangent des fois plus variés et de manière différente qu'à la maison. Saine, je ne sais pas, mais en tout cas différente. Et ça, je pense que c'est dans l'expérience de vie de communauté, je pense que c'est de nouveau quelque chose d'intéressant pour un enfant. Mais on est dans cette émulsion et cette rapidité de vouloir faire les choses constamment, qui pour moi, à l'heure actuelle, a des gros problèmes des enfants qui ont des troubles de l'attention. Quand on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire dans 1 heure, dans 1 jour ou dans 10 jours, pour moi c'est problématique. Mais il faudrait vivre ce qu'elle a en fait. Il y a quand même un terme en psychologie qui dit vivre l'instant présent. C'est pas par hasard qu'on utilise ce mot, en fait, cette phrase. Tu parlais des repas à la cantine. Après, aujourd'hui, les enfants, ils ont un déjeuner, un goûter le matin, un repas, souvent un goûter l'après-midi, encore comme ça.
qu'est-ce que tu penses de ce nombre de repas? Moi, je me questionnais par rapport à ça. Est-ce que c'est juste au niveau du corps d'avoir 5 repas par jour? Ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose où c'est trop? Ou est-ce que c'est normal? Après, des fois, les parents suivent ce rythme-là aussi et mangent aussi 5 fois par jour. Comment tu perçois ça, toi? Alors c'est une question de quantité. En fait, pour moi, c'est pas du tout un problème le fait d'avoir des repas qui soient fractionnés comme ça. Je pense même que c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Okay. Mais c'est la qualité du produit et puis la quantité. Ouais. C'est clair que de manger un choc à pic avec un verre de jus d'orange à 9h, c'est un non-sens, ça ne joue pas. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les apports, quelque chose qui garde l'énergie le plus longtemps possible chez l'enfant, qui lui permet de ne pas avoir de pic glycémique. On sait très bien aujourd'hui que le pic glycémique, c'est catastrophique pour la santé physique et mentale. Ça fait surtravailler le pancréas, le travail du foie est aussi surutilisé, les problématiques digestives, les gens qui sont ballonnés, même chez les enfants, aujourd'hui, avec justement cette explosion du sucre à l'intérieur du corps qui va nourrir les cellules du cerveau comme la nitroglycérine d'état pur. L'enfant, il est comme drogué par l'élément sucré. Donc avoir des apports protéiniques, des indices glycémiques bas permettent de pouvoir avoir une constance. On recherche cet équilibre de nouveau sur l'ensemble de la journée. Quand tu dis index glycémique bas, protéinique, tu as des exemples concrets? En fait, l'élément qui est surtout hyper important, c'est que le sucre pur, c'est une problématique. Ouais. Alors vous allez me dire, le fructose dans un fruit, c'est du sucre pur. Ouais. Mais la qualité du fructose, en fait, a aussi une capacité d'être utilisée par le corps qui est tout à fait différent que du sucre blanc que l'on avale à la cuillère. Ouais. Donc si un enfant mange une pomme, moi j'ai quand même beaucoup plus d'acceptation du fait de manger un fruit, même un fruit séché par exemple, que je trouve intéressant, tous les oléagineux, les amandes, les noix, faut faire attention un peu avec les raisins secs et avec les cranberries par exemple, qui ont une capacité de concentration du sucre qui peut quand même assez être importante, surtout si on les mange à la poignée. Donc c'est de nouveau la même chose, cherchons à avoir cet équilibre pour pouvoir avoir un intérêt au niveau alimentaire. Et puis là, qu'on arrive bientôt en hiver, tu as des aliments que tu conseilles en particulier ou des aliments au contraire que tu déconseilles de dire non mais en hiver on mange pas ça ou en hiver on mange ça? Alors en fait, il y a très peu de choses qui sont interdites en fait, extrêmement peu. Par contre, il y a des aliments qui vont avoir une action plus dynamisante. Quand je parle de dynamisante, c'est sur le point de vue énergétique, c'est pas sur le pic glycémique. Oui. Quelque chose qui va être réconfortant, quelque chose qui va permettre au corps de se développer correctement, aux cellules d'être nourries au juste de ce dont elles ont besoin, à l'apport mental aussi qui doit être de nouveau dans le calme, quelque chose on doit avoir un apport qui est nourrissant et qui est réconfortant, qui est cosy, ça va être plus efficace. Du moins par rapport à ma philosophie, peut-être que d'autres gens ont une autre idée que moi, mais en hiver, par exemple, les éléments salés, en fait, sont très importants dans l'apport de la nourriture du rein, de l'énergie du rein. L'énergie du rein, c'est une énergie yin, donc c'est une racine, c'est quelque chose qui nourrit. Donc des éléments plutôt à tendance salée. Par exemple? Pas trop de sel, c'est de nouveau la même chose, on ne revient pas, quand je dis il faut avoir, c'est justement l'équilibre du salé peut se permettre d'être un peu plus élevé que d'habitude. Okay. Par exemple, du poisson séché, ou le poisson de manière générale, mais les lentilles, on revient sur les légumineuses, sur les oléagineux, où il y a vraiment cette capacité d'être digéré qui n'est pas trop difficile et qui a un pouvoir énergétisant intéressant. Okay. L'automne, tu parlais de l'automne tout à l'heure, on recherche des choses un peu piquantes, parce que le piquant va faire circuler l'énergie. Alors comme elle est un peu en diminution, son potentiel il est un peu moins héroïque, le piquant va permettre de pousser un peu l'énergie dans les périphériques. Ouais. Donc par exemple les gens qui ont froid aux mains, qui ont froid au nez, qui ont le système immunitaire un petit peu plus fragile, et bien mettre un petit peu de poivre, un peu de piment, de mettre quelque chose, une cuisine un peu asiatique, du safran,
C'est des choses qui sont intéressantes pour l'automne, exactement. Et du coup, en hiver, il y a des choses qu'on ne mange pas. Alors, en médecine chinoise, déconseillées au niveau énergétique. On a un principe, c'est que le froid, en fait, c'est un élément qui est peu intéressant au niveau du système digestif. Okay. Parce que si on consomme du froid, et surtout en hiver, le corps doit réchauffer. Donc en fait, c'est de nouveau de l'énergie qui va être pompée quelque part et qui ne va pas être utilisée pour un autre élément, son système immunitaire, sa capacité musculaire, son intellect, la gestion de ses émotions. Eh bien, cette énergie va être pompée pour chauffer ce qu'on vient de mettre de froid dans son organisme. Okay. Donc, des boissons gazeuses avec des glaçons. Si le soir vous avez envie de boire un cocktail et vous avez envie de mettre 2 glaçons dans vos cocktails, pour moi ceci n'est pas un problème. S'il commence à boire 3 cocktails dans la soirée, c'est ni très bon par rapport à l'apport de sucre et l'apport d'alcool, mais c'est surtout plus du tout bon par rapport à ce que tu me demandais sur l'apport énergétique. Okay. Donc le froid est déconseillé, le cru est déconseillé. Alors, les crudivores vont peut-être me tomber dessus en me disant oui, mais le cru doit quand même être cuit par votre organisme, par votre estomac et en partie par votre intestin grêle pour pouvoir être consommé. Donc le cru, ça serait quelque chose qu'on va plutôt consommer en été? Alors le cru va être consommé en été quand tu es en bonne santé. Ok. Pour moi, quelqu'un qui a une santé déjà fragile, qui n'est pas très bien, qui fait un régime qui va être basé d'éléments crus et de salades, son potentiel d'apport énergétique, il est quasiment nul. Okay. Pareil pour le tartare, qu'il soit de poisson ou de viande, où là il va y avoir une diminution de la capacité du corps de pouvoir utiliser cette énergie. C'est-à-dire on met de l'énergie dans le corps et en fait on doit utiliser de l'énergie pour l'utiliser. C'est un non-sens. Ouais, j'entends. Comment les mamans elles peuvent ajuster un peu leur... Enfin une maman ou un papa, comment ils peuvent ajuster son rythme? Est-ce que tu as peut-être 3 conseils précis, pratiques pour justement s'adapter à cette saisonnalité? On fait quoi concrètement en automne? Je pense que c'est valable pour toutes les saisons, ce que je vais dire en fait. Okay. C'est valable pour toutes les saisons. Parce que chaque saison a un peu ses spécificités, mais c'est des spécificités fines. La base, elle est quand même toujours identique. Okay. Je pense que manger dans le calme, tout le monde est assis à table. On parle un peu, mais pas forcément beaucoup. Surtout pas de choses qui fâchent. Okay. On ne parle pas de l'école, des difficultés de l'école, on ne parle pas de la difficulté du boulot. On ne parle surtout pas de la difficulté dans le couple ou dans le relationnel ou quelque chose qui s'est passé la veille. Je pense que le moment de repas doit être quelque chose d'assez réconfortant et pas que pour l'estomac. Donc je pense qu'on parle de choses sympas, on parle de choses drôles, on parle calmement. Okay. Parce que si vous parlez calmement, vous allez manger calmement. Je pense que de mâcher et de prendre son temps pour manger, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, les 3 conseils, voilà, je pense qu'ils sont là, quoi. Être dans le calme, ouais. Je pense que on devrait le faire tout le temps. Les parents, s'ils ont des choses à régler, ils le règlent entre eux. S'il y a un truc à régler avec l'enfant, on ne le règle pas avec son frère et sa sœur qui est dans les parages. Je pense que ça mérite d'être en tête-à-tête ou en petit trio quand on doit faire les choses, et je pense que d'être au calme, de faire les choses avec une certaine bienveillance, sans être dans le pays des bisounours. Je pense pas que... Je suis pas quelqu'un qui suis pour que tout le monde soit beau et tout le monde soit gentil, parce que la vie elle n'est pas comme ça. Je pense que de temps en temps il faut taper aussi un peu le poing sur la table, sans être agressif, mais juste dire voilà, moi je ne suis pas content, j'aimerais juste te dire que moi je ne suis pas content par rapport à ça, et qu'est-ce que tu penses que ça ne va pas? Ça on peut le faire, alors on ne le fait pas au repas. Okay. Ça on ne le fait pas au repas, on le fait quand on est tranquille, on ne le fait pas pendant le moment où on digère non plus, parce qu'après ça digère pas bien et on a envie de dégueuler après, donc ça va pas. On fait pendant les pauses. Moi je pense on prend le temps de faire les choses. Et puis on ne le fait pas tout le temps non plus. On ne discute pas tout le temps non plus. Ça ne sert à rien. On pose les choses, on fixe un objectif. Ouais. Moi j'aimerais que les choses elles changent, j'aimerais qu'à l'école, j'aimerais que tu te comportes par
rapport à notre équilibre familial, j'aimerais qu'il y ait une rupture par rapport à ça, et j'aimerais juste que tu fasses attention. Alors on ne parle pas ça pendant l'heure du repas, on parle et après on fixe un objectif. Je trouve hyper intéressant ce que tu dis de pas toujours revenir dessus, parce qu'en fait ça met une charge mentale, la pression mentale, une pression tout le temps. Se dire ok, moi j'aimerais atteindre ça, mais peut-être qu'on réévalue en 2-3 semaines. C'est comme je t'ai déjà dit, vous voyez, tu vois, je t'ai déjà dit que, en fait, est-ce que je l'ai dit clairement déjà, est-ce que je l'ai dit dans le bon cadre? Parce que moi, quand je suis en train de manger, est-ce que j'ai envie de parler de quelque chose qui est mentalement difficile pour... je suis en train de mâcher, mon système digestif il est accaparé par la digestion qui est en train de se mettre en place. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment, quoi. Et puis le calme. Rajouter du calme. On met du calme, on mange calmement, on parle calmement. Mais ça veut aussi dire si on fait ça, on fait moins d'activités et on fait moins toute la vie à 100 à l'heure dont tu parlais avant. Parce qu'en fait, je peux pas faire 10 000 activités et en même temps les faire dans le calme, parce qu'en fait, il y a 24 heures dans une journée. Oui. Alors je comprends qu'il y a des enfants qui doivent rentrer de l'école, que le parent rentre aussi du boulot, que c'est pas simple. Moi je peux comprendre qu'à midi on a envie de faire un repas aussi un peu simple, les pommes de terre de la veille, on les a transformées, faire une purée avec du jambon. Moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais faire attention, pas que ça soit trop régulier, et faire attention, pas que ça soit dans l'agitation permanente. Diminuer l'agitation. Ouais. Tu accompagnes aussi beaucoup au niveau rééquilibrage articulaire dans tes clients. Oui. Quel est peut-être les douleurs les plus grandes que tu as observées chez les mamans? Ou quelque chose qui revient de manière régulière? Chez la plupart des femmes, pas que chez les mamans, mais de manière générale, chez les grand-mères c'est pareil, même chez les adolescentes aujourd'hui, moi j'ai des problèmes chez des adolescentes de 12 ans, que je trouvais chez des femmes de 30 ans ou 35 ans il y a 15 ans. Tu parlais de charge mentale, je pense que c'est ça. Justement, l'agitation, le fait de toujours devoir tout faire, tout organiser, tout préparer, les sacs pour aller skier, pour aller à la natation, faire la vaisselle, la lessive avant d'aller à l'entraînement, amener le petit ici, la grande là-bas, le poids sur les épaules, la nuque. Aujourd'hui, je pense qu'une des pathologies numéro 1 chez la femme, c'est l'épaule. L'épaule, le coude, c'est le porter. Je porte sans cesse. Ok. Et du coup, concrètement, moi j'ai mal à l'épaule, je fais quoi dans ma vie? Arrête de tout porter. Arrête de tout porter. Déjà, dans un couple, on est deux. Moi, je suis un homme, je sais très bien la différence. Je soigne des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 17 ans. J'ai vu l'évolution aussi des gens. J'ai vu ma propre évolution aussi au courant de ces années. L'homme se pose un problème à la fois, pas tous les hommes, il ne faut pas généraliser non plus, mais de manière générale, les femmes se posent plusieurs problèmes en même temps. On n'est pas construit de la même manière. Je vais encore être incorrect, et politiquement incorrect, on va dire. Je ne crois pas du tout à l'égalité homme-femme. Je suis un fervent supporter de la cause féminine. J'ai travaillé avec des femmes toute ma vie. J'ai travaillé 20 ans en milieu hospitalier. Dans le meilleur des cas, on était 2 hommes dans le service. Tout le reste, c'était des femmes. J'ai échangé avec des femmes de tout âge, de tout, j'allais dire de tout sexe, mais aujourd'hui on peut le dire. J'ai travaillé avec énormément de lesbiennes dans mes amis d'ailleurs et d'ailleurs dans ma clientèle. J'ai une clientèle homo qui est quand même assez importante. Je ne juge pas, on l'est toujours, je pense qu'on juge toujours un peu quand même quelque part. J'essaie d'être très attentif à la façon dont je juge les gens. Mais je crois que pour ça, on n'est pas égaux. Les femmes et les hommes ne sont pas égaux dans ce qu'on porte. Et je crois que même, je ne suis pas sûr qu'on puisse changer ça une fois au niveau de la génétique. J'en suis personnellement pas convaincu. Aujourd'hui, avec les moyens et les connaissances que j'ai, je ne peux que conseiller aux femmes d'essayer de porter moins. Ok. Et conseiller aux hommes de temps en temps d'essayer de porter plus.
Ou non? Est-ce qu'ils ont envie? Je pense que les femmes ont plus envie que leur mari porte que les hommes ont envie de porter plus. Oui et non. Tu vois? C'est pas mal de papas qui s'investissent beaucoup. Je dis pas, alors ça, tu vois, c'est de nouveau la même chose, je ne dis pas le contraire. Je parle de la charge mentale. C'est-à-dire d'être capacité d'utiliser ses neurones pour pouvoir le faire. Il y a une très grande différence, je pense, entre quelque chose qui est génétiquement et qui est porté par une éducation qui est millénaire pour qu'elle change. Moi, mon épouse, elle travaillait à 60%, enfin la mère de mes enfants travaillait à 60%, moi je travaillais à 90% à l'époque. Je pense que j'ai porté beaucoup, mais jamais autant qu'elle. Jamais. Je pense que c'est aussi la manière, le cerveau ne travaille pas pareil. Non, exactement, c'est pour ça que je dis que quelque part, on n'est pas égaux. Parce qu'en fait, déjà quelque part, dans le mécanisme, je pense que dans le tronc cérébral, dans ce qu'on appelle le cerveau primitif, en fait, quelque part, je pense qu'il y a des connexions qui sont déjà différentes. Alors je ne dis pas qu'un père ne peut pas s'investir, j'ai été très présent, après j'ai été un père divorcé avec des enfants qui étaient relativement jeunes, où j'avais les enfants à 50% chez moi, la maman de mes enfants travaillait à 60%, même si c'est elle qui avait la garde à l'époque. Moi j'avais les enfants, les 40% restants, voire un peu plus, parce que des fois elle travaillait de nuit, donc en fait j'avais les enfants un peu l'après-midi. Alors j'ai eu cette charge, mais par exemple par rapport à une femme, j'estime que moi j'ai pas du tout eu la charge qu'une femme a en général, du moins de ce que les femmes, quand elles m'expliquent ce qu'elles ressentent et ce qu'elles portent, moi j'ai jamais eu l'impression d'avoir la même implication. Pourtant j'étais impliqué de manière importante, j'ai fait plein de choses avec mes enfants, j'ai fait du sport, je les ai accompagnés, je les ai amenés à l'école, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait les devoirs avec eux, j'ai fait la lessive, j'ai fait le ménage, parce que j'avais mon ménage à moi, il fallait que je fasse ce que j'avais à faire, mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir la charge mentale qu'une femme peut avoir. Et surtout pas du tout la même manière qu'elle l'appréhende par rapport à la façon dont je l'appréhende moi. Et du coup, ce que je trouve admirable chez les femmes, par exemple, de pouvoir je pense qu'on a gérer beaucoup toutes plus ces choses-là. Global, en fait on a une vision périphérique, et moi je vois aussi des hommes, ils ont quelque chose ils prennent les choses les unes après les autres en fait. Oui, absolument. Et parce que nous on pense à une chose, mais en fait ça nous en rouvre 8 en fait. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis du coup, ça amène de la charge mentale aussi. Oui, absolument. Mais ça n'empêche pas qu'on a la possibilité de refermer aussi, et puis de ne pas laisser toutes les portes s'ouvrir, puis de ne pas mettre autant d'importance à chacune des portes qui s'ouvrent en fait. Moi, ce que j'ai envie de conseiller à chaque femme, en fait, c'est ce que j'ai dit au tout début de l'interview, en fait, c'est que vous devez penser à vous. Vous allez être tellement efficace si vous êtes un tout petit peu plus centré sur vous. Oui, certainement. Moi, c'est le conseil que je pourrais donner aux mamans et puis aux pères, de voir jusqu'où ils peuvent aider leurs épouses, comment ils peuvent accompagner leurs enfants, sans être dans ce côté bisounours et de croire que tout est facile et que tout est possible. Non, pour moi, rien n'est facile, mais le champ est large, et puis en fait, on peut prendre aussi des éléments. On n'est pas obligé de prendre tout, on n'est pas obligé de se nourrir de tout. C'est surtout pas ça que j'aimerais qu'on retienne de ce que je suis en train de dire. C'est justement, je pense qu'il faut privilégier la qualité de manière extrêmement importante. En faire moins, mais mieux. Mais je crois qu'on va rester sur cette note de conseil aux femmes de penser un peu plus à vous. Très bien, je crois qu'on va clôturer avec ça, ça me paraît juste. Je pense que c'est une bonne chose. Je te remercie beaucoup je t'en prie, pour toute cette richesse, et voilà, j'espère que ça va nourrir. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, et que si vous sentez dans votre vie, vous avez envie de mettre ça en place, mais qu'en même temps, c'est des fois difficile avec justement la charge, et le coaching il permet aussi d'avancer dans cette direction. Donc, n'hésitez pas à prendre contact ou à poser encore des questions. Et à bientôt pour d'autres aventures. Merci en tout cas. Super, très bien.